Non, non, c'est une vision extrêmement caricaturale, effectivement, des enjeux d'un processus de conception. Un processus de conception, une conduite du changement, ça a des impacts qui sont des impacts au plan organisationnel et au plan, effectivement, du développement des activités et d'une certaine manière aussi, évidemment, des impacts au plan social. Donc ça n'est pas qu'un enjeu de communication et de formation. Tout l'enjeu finalement d'un processus de changement, c'est de savoir si on peut s'affranchir, voilà, et faire l'économie du point de vue de ceux qui mettent en œuvre le travail. Est-ce qu'effectivement un projet de changement, on peut considérer que sa légitimité, c'est d'être piloté uniquement par des gens qui s'attribuent les connaissances et le savoir? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des enjeux stratégiques, non négligeables en termes de fiabilité et de fonctionnement, qui sont liés finalement à une autre réserve de savoir et de connaissances et d'intelligence, qui est une connaissance, un savoir et une intelligence qui est détenue par ceux qui mettent en œuvre. L'intégration des acteurs dans un projet, dans une conduite de changement, en tout cas de notre point de vue, dans une perspective ergonomique, elle est essentielle. À partir du moment où on est dans un certain nombre d'activités qui sont des activités où on a à gérer de multiples variables, où on a à s'ajuster à des réalités qui sont des réalités mouvantes et changeantes, alors on doit considérer que l'homme est une variable qui est une variable centrale et essentielle, qui assure la qualité du fonctionnement effectivement d'un système. Alors c'est vrai que intégrer le point de vue de ceux qui, d'une certaine manière, permettre de rendre possible le fonctionnement d'un système, pas uniquement en respectant des procédures, des normes ou des règles, mais en y rajoutant, en y intégrant quelque chose qui relève effectivement de leur propre production, de leurs propres compétences, de leur propre intelligence, ça suppose effectivement de se donner les moyens d'avoir accès à cette connaissance-là. Alors c'est pas facile évidemment parce que cette connaissance-là, elle relève justement d'un savoir expert, qui est un savoir de l'action et qui s'est construit par l'action. Ce savoir, il est bien souvent pas tracé, il est bien souvent pas écrit, pour de multiples raisons. À la fois parce que souvent certaines organisations du travail sous-estiment la dimension finalement de cet apport spécifique-là de ce qu'ils font, ou bien parfois c'est difficile de parler de cette connaissance et de ce savoir, parce que ce savoir peut arriver qu'il soit un peu en dissidence, comment dire, en écart, par rapport finalement à un certain nombre de normes instituées dans l'organisation du travail. Donc l'intégrer, effectivement, c'est aller le recueillir. Alors le recueillir cette expertise-là, c'est mettre effectivement les professionnels en situation d'avoir à expliciter la manière dont concrètement ils conduisent un système, et non pas la manière dont théoriquement ils devraient le conduire. Oui, il faut intégrer effectivement le point de vue des usagers finaux dans le projet. C'est vrai que c'est une ingénierie qui est consommatrice de ressources, de temps, et a priori elle peut apparaître comme étant un coût. La question est de savoir si finalement ce coût-là, on ne prend pas le risque finalement d'avoir des coûts en correction de projet et de transformation technique qui, par expérience, s'avèrent bien plus élevés quand on s'aperçoit effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas intégrées mais que c'est trop tard, que quand on les a anticipées. Deuxièmement, nous n'avons jamais constaté, nous, que les salariés concernés par le périmètre d'un projet, a priori, à partir du moment où les associés résistaient. Ce que les gens ont peur, c'est d'être instrumentés. C'est-à-dire que finalement, on met en place une dynamique qui est une dynamique de recueil de leur point de vue, mais qui soit un peu une dynamique façade, pour dire que l'on a fait. C'est en général ça que l'on voit souvent, très souvent dans un certain nombre d'entreprises. Donc leur méfiance, elle n'est pas tant dans le fait de ne pas participer, elle est dans le fait de se dire « mais de toute façon, ils ne tiendront pas compte de mon point de vue ». D'une part, il ne s'agit pas de prendre en compte tous les avis.
au sens où on donnerait une suite favorable systématiquement à tous les points de vue. Ça n'a pas de sens. Je pense que prendre les points de vue des gens, ça permet finalement d'une part de les traiter comme des acteurs, de considérer d'une part qu'ils ont un point de vue, et d'autre part ça permet effectivement à ceux qui engagent le projet, qui ont la responsabilité du projet, de se situer, de se positionner d'une manière argumentée par rapport à un choix qu'ils assument. Alors, encore une fois, je pense que c'est une vision extrêmement caricaturale du rôle des partenaires sociaux. Je pense qu'ils ne sont pas contre, a priori. Ils attendent par contre qu'on leur fournisse un certain nombre de garanties. Et qui sont des garanties qui ont à voir avec le fait que finalement, le changement, la conduite du changement, un projet, n'ait pas d'impact négatif sur effectivement les salariés qu'ils représentent. C'est essentiellement ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'on réponde à cette question-là. C'est-à-dire, finalement, aggrave-t-on ou non les conditions de travail qui sont les conditions de travail des salariés qui nous mandatent, ou améliore-t-on d'une manière significative, finalement, les conditions de travail. Conditions de travail au sens large, c'est-à-dire est-ce que le projet, c'est une opportunité de développement de compétences, est-ce que le projet, c'est une opportunité d'évolution au sein de sa carrière, est-ce que le projet anticipe, finalement, sur un certain nombre de dysfonctionnements ou qui ferait que les gens pourraient se retrouver à un moment donné en difficulté dans la réalisation de leurs tâches. C'est essentiellement ça. Une fois qu'on a levé ces questions-là, les partenaires sociaux n'ont pas de raison a priori d'être contre, dans la mesure où on leur garantit, où on leur démontre que les salariés qu'ils représentent sont pris en compte. Oui, heureusement que ça arrive dans la vraie vie. Alors la question, c'est pas d'avoir effectivement une vision idyllique, parce que notre approche, ça ne relève pas de l'angélisme. Je pense qu'on considère que si on fait sans intégrer les rapports de force, et si on lutte contre les rapports de force, finalement, on engage un risque, qui est à la fois technique, organisationnel et qui est social. Nous, je pense qu'il faut faire, nous pensons, qu'il faut faire avec les rapports de force. C'est-à-dire qu'il faut les poser sur la table. Je pense que tous les projets qui ont peur d'assumer d'assumer des formes de conflictualité, c'est-à-dire de désaccord, sont finalement des projets dont on peut considérer que leur qualité, en tout cas, voilà, elle pourrait à un moment donné être mise en cause. Je pense que l'efficacité, la performance, elle est dans la capacité qu'une organisation, qu'un projet a de traiter dynamiquement les désaccords, les tensions et les conflits. D'ailleurs, notre expérience nous montre qu'à chaque fois qu'on associe les partenaires sociaux et que l'on met en place une dynamique dans un projet qui est une dynamique qui associe par la participation les salariés, les destinataires, les futurs usagers du projet, à chaque fois qu'on fait exister finalement ce que les ergonomes appellent la réalité objective, qui est la réalité dans laquelle effectivement les gens développent leur activité, eh bien on lève les résistances. Alors bon, c'est pas qu'on n'en tient pas compte et c'est pas qu'on l'évoque pas, mais je pense que pour cette question-là, je passerai bien volontiers la parole à mon ami Fadi Gemayel.